Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode exceptionnel de Course Épique enregistré en public à la House of Mountains Iron and Fresh Touch à Chamonix au lendemain de l'arrivée de l'UTMB. Alors que les derniers finishers passent encore derrière nous dans les rues de Chamonix, vous devez entendre des applaudissements. C'est les derniers qui arrivent, ils ont jusqu'à 16h30, donc il leur reste encore un peu moins de 2 heures pour franchir la ligne d'arrivée avant la barrière horaire. J'ai la chance, le privilège, le bonheur total d'avoir beaucoup d'invités aujourd'hui de qualité, on peut le dire, qui vont se succéder à ce micro. On va commencer par cette première session, donc de gauche à droite. Théo Détienne, salut Théo. Salut Guillaume, salut à tous, merci d'être venus. À ta gauche, Magali Melon qui est à ma droite, au milieu. Comment ça va Magali ? Ça va très bien, merci pour l'invitation. C'était toi dont je parle avant que tu aies une homonyme quelque part. Pardon, t'avais dit Claude ? Ah non, j'avais dit Moi, Magali. On n'a rien dit. Sois concentré, d'accord ? Parce qu'elle n'a pas l'habitude, il faut l'excuser. Et donc, première vanne déjà, premier tir à balles réelles au bout d'1 minute de podcast, signé Claude Dartois. Salut Claude. Moi, quand j'aime bien, je châtie. Et bonjour à tous, merci Guillaume. Cet épisode, il est enregistré le 31 août. Je commence toujours par un petit éphéméride pour ceux qui connaissent le podcast. C'est la date de la mort de Charles Baudelaire. C'était en 1867, figure majeure de la littérature française s'il en est. Il a plusieurs citations qui me paraissaient peut-être applicables à votre UTMB. Vous allez chacun me dire celle qui ressemble le plus à l'UTMB que vous avez vécu. La première qu'il est dite, c'est « Tu m'as donné de la boue et j'en ai fait de l'or. J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Et là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. » Il a ressemblé à quoi votre UTMB ? La boue, vous en avez fait de l'or. Vous avez plus de souvenirs qu'en 1000 ans. Ou c'était beau, c'était luxuriant, foisonnant? Pour ma part, plus de souvenirs qu'en Milan, ouais, hein, une seule édition. Magali. Bon moi je vais prendre la boue qui fait de l'or. Ouais, on peut le dire avec ta belle performance. Et toi Claude? La même que Théo, souvenir. Parfait. On va parler de votre avant-course, les petits préparatifs avant de faire le grand saut chacun dans cette UTMB. C'était une grande première pour toi Magali. Tu es arrivé dans des dispositions très favorables, tu as connu une très belle saison, notamment la Maxi Race, au Trail des Passerelles. C'était quoi tes dispositions à l'approche de cette UTMB? Oui, je savais que j'étais vraiment prête et que j'avais jamais été dans une aussi bonne forme physiquement. Et voilà, toute la saison était axée autour de l'UTMB cette année, donc voilà, c'était l'objectif. Les autres courses, à chaque fois, il n'y avait pas tout qui était optimisé, et là, il fallait aligner tout et ça a bien marché, donc c'est génial. Vous avez un point commun avec Théo, c'est que vous avez intégré un marathon dans votre préparation. Toi, c'était à Paris, Théo à Londres. Quel bénéfice, c'est quoi? Travailler la vitesse pour spécifiquement l'UTMB qui a un 100 miles relativement roulant, c'est ça l'idée? Oui, pour moi c'était ça, vu que d'habitude je fais plutôt des trails ou des ultras très techniques avec beaucoup de cailloux très montagneux. Et donc là, vu que l'UTMB c'est réputé très roulant, je voulais essayer d'apprendre à courir un peu vite. C'était un peu dans la même optique pour moi, effectivement. Moi, j'ai un profil un peu différent. De la base, je viens plus de l'athlétisme et de la route, mais j'avais envie de faire un chrono sur marathon. Et en fait, ça s'y prêtait bien pour moi dans la mesure où l'UTMB, il y a beaucoup de parties où il faut être capable de courir longtemps parce que les sentiers sont pas très techniques sur certaines parties. Donc ouais, intégrer de la vitesse dans la prépa, c'était pas déconnant. Vous prenez du plaisir sur la route quand même? Moins qu'en trail quand même, je vais pas mentir, mais pour toi je sais pas. Moi j'ai découvert la route parce que j'en avais jamais fait vraiment et j'ai adoré. C'est très très différent des séances de seuil de 2 heures que d'être dans la montagne, mais j'ai beaucoup aimé cette préparation aussi. Et toi Claude, ta préparation, raconte-nous. Toi, elle était un peu contrariée, t'as été blessé malheureusement. Ouais, moi j'ai pas un calendrier où je dois respecter évidemment comme les élites, donc moi je peux manager un peu comme je veux, mais c'est vrai que le début d'année, moi c'était un peu plus compliqué parce que j'ai pas pu m'entraîner jusqu'à mois d'avril à cause d'une émission de télé. Après j'ai repris tard. Je savais que je faisais à l'UTMB cette année et qu'il me faudrait quand même amener avec beaucoup de volume. Mais déjà tout le début je devais faire monter crescendo et jusqu'à mi-mai j'ai commencé on va dire fin avril, donc j'ai commencé je devais faire la maxi race, finalement j'ai fait de la petite et je suis resté que sur des petites courses de 40 km, donc en vrai c'était pas optimal.
Et ton mollet, t'as joué un sale tour il y a quelques semaines, il y a 4 semaines. Ouais, mais tu vois, comme quoi au final, finalement ça s'est dissipé avec les conditions, l'envie et tout. J'ai pas trop pensé. Il m'a laissé tranquille, donc c'était la bonne chose. Il y avait des petits paramètres comme ça, t'arrives jamais. Je pense qu'on peut compter les doigts sur les doigts d'une main. Si tu t'es senti à 100% sur une course, ça arrive jamais, grosso modo. Il y a toujours un truc. Donc au final, ça fait partie du lot, mais je suis content quand même d'avoir pu courir quand même. Théo, t'étais pas loin du 100% toi quand même avant. On a l'impression que t'étais dans la forme de ta vie. Est-ce que je me trompe? Ouais, là c'était une grande journée pour moi hier en termes de forme. Ça c'est sûr que j'ai jamais été aussi fort, donc ça veut dire que l'entraînement il a bien payé. Bon, ça a pas pu se concrétiser jusqu'au bout, mais ça fait partie du jeu. On peut pas toujours tout maîtriser. La double chute sur la hanche, ça en fait partie, donc on reviendra et ça fait toujours de l'expérience de prise. Tu vas nous raconter ça. C'est une course dont tu rêves depuis tes tout débuts, ça fait à peu près une dizaine d'années. Quand tu étais à Font-Romeu, je crois que tu as commencé à t'éveiller au trail et l'UTMB qui a été tout de suite un rêve. Est-ce que c'est possible d'être serein quand on est à la veille de prendre le départ d'une course qui compte autant? Ben, ce serait mentir de dire que j'avais pas peur. Même les 2 semaines avant, la pression a commencé à monter vraiment progressivement, mais c'était une bonne pression positive dans le sens où ça m'a quand même bien poussé. Mais ouais, quand j'étais sous l'arche, il suffit de voir les photos avec Kia autour de moi. Sur le départ, il y a tous des athlètes que j'admire depuis que j'ai commencé. Ça fait bizarre, ça fait peur, ça impressionne, mais j'étais content d'être là. Je savais que j'étais prêt, que je m'étais beaucoup entraîné. Donc c'était un mélange de peur et d'excitation. C'était assez particulier. En plus, t'avais Ludovic Pommeret qui te collait au train là derrière la tête au départ. Exactement. Ouais. Ah oui, j'ai vu la vidéo. Vous avez vu les images? Faut quand même mettre en avant cet homme. Claude, toi, c'était ton premier 100 miles. Il y avait de l'appréhension quand même? L'appréhension, non, je sais que moi je sais que contrairement aux élites, je vais passer beaucoup de temps. Voilà, donc c'était forcément 2 nuits et 2 jours. Donc au final, c'est plus de l'aventure pour moi qu'une course en elle-même. D'ailleurs, c'est ce que je me suis posé comme question. Je me suis dit, en vrai, j'ai pas l'impression que je suis en train de courir là. C'est une course, tu prends le départ, t'arrives, il se passe un laps de temps assez court généralement sur les routes et sur certains trails. Et là, de passer 2 nuits, 2 jours, ah ouais, je me suis dit, en vrai, c'est super long. C'est une grosse aventure. Mais t'as toujours un peu d'appréhension, mais de la peur, non. Franchement, j'avais de l'angoisse sur mon mollet, mais j'étais trop content d'être là en vrai. Moi, ce que je dis, j'interromps juste sur ce qu'il vient de dire. En vrai, j'ai énormément de respect moi pour ceux justement qui passent 2 nuits. Quand tu te dis, quand tu vas plus vite, moi j'ai pas terminé la course, mais au final pour les premiers c'est à peine 20 heures de course. Passer 2 nuits dehors, surtout avec les conditions météo qu'on a eu la première nuit, rallumer la frontale et repasser la nuit, c'est impressionnant. Et moi je le dis, je pense que j'en serais pas capable à l'heure actuelle. Enfin en tout cas, pas l'envie, ça c'est sûr. Nous on a pensé à vous quand on était au moitié du parcours. On s'est dit, ils sont déjà arrivés. Faut pas penser à ça. Comment ils ont fait pour arriver 2 fois plus vite que nous? Et t'as dormi un petit peu pendant la course? Non, en vrai, non. 2 nuits j'étais blanches matrixé, c'est compliqué de se poser. J'ai toujours la sensation de me dire, si tu t'assois, c'est toujours laisser la place, c'est peut-être au fait d'avoir trop de mal à repartir. Et en vrai, t'es debout, tu restes debout et t'y vas. Ouais. Tu t'es pas assis sur les ravitaux ou non? Je suis assis, mais je restais vraiment pas longtemps. Le minimum vraiment de temps pas possible. longtemps. Ouais, non. Parce que même quand tu veux faire une pause, tu veux t'asseoir, tu as tout qui tire, etc. Et après, se relever, c'est remettre encore un coup de tir. En vrai, non, moi je suis partisan de on y va. Ouais, ça ouvre la porte au doute en fait. Ouais, non, j'aime Mais pas. la deuxième nuit, je trouve, c'est vraiment, c'est une autre dimension. Ça ajoute de la gestion du sommeil en plus. Moi, j'ai déjà testé sur un raid multisport de faire 2 nuits dehors. J'ai eu des hallucinations et tout. Là, sur un petit pour nous où on passe 24 heures, en fait. Voilà, il n'y a pas du tout ce problème de sommeil. Non, mais moi, c'est ça que, en fait, je me posais la question. Je dis, mais en fait, pourquoi ils font ça? Ils en font, peut-être voir, il y en a, ils en font 2, 3 dans l'année. Ils s'en foutent de faire ça. Mais en fait, oui, mais ils mettent que la moitié de temps que toi t'as mis. Donc, en vrai, ça va. Magali, les conditions elles étaient annoncées pas très favorables. Bizarrement, c'était plutôt des conditions qui te faisaient envie, de ce que j'avais pu comprendre. En tout cas, ça t'a pas perturbé de la perspective d'avoir un temps qui tabasse? Moi, j'ai un peu une malédiction, ou alors plutôt une bénédiction, je sais pas, avec la météo, mais Donc, à chaque fois. Je pensais que c'était moi, mais Non, c'est toi. Le chat noir c'est moi, qui se dénonce. L'année dernière, j'avais dit Hugo Ferry qui fait la course un peu chaque année. J'avais dit l'année prochaine, je vais faire l'UTMB, il y aura de la neige. Et c'est là, il y a 2 ans, j'ai fait la TDS, il y avait de la neige, donc voilà. Moi aussi, je suis un peu chat noir, donc en vrai. On a tous un peu cette impression-là, j'ai l'impression, de se dire que ça arrive qu'à nous. Par exemple, Théo, quand il est tombé 2 fois. Non, je pense que je suis pas le seul à être tombé quand même. Non, mais du coup, pour répondre à ta question, moi, en fait, je sais que ça m'avantage dans le sens où moi, ça me dérange pas plus que ça les mauvaises conditions c'est la sélection naturelle, le mental. Les autres vont être plus en difficulté, qu'il y aura plus d'écrémage en fait de la course, donc moi, c'est un avantage compétitif. Tes aspirations sur ce premier UTMB, Magali,
Qu'est-ce que tu veux espérer de cette course? Ce que j'ai fait, donc c'est génial. Tu vas nous raconter ça. Théo, toi, tu avais annoncé la couleur, enfin, tu avais envie de frapper fort avec ce premier UTMB. Le fait de l'annoncer, le fait de le dire, pour toi, c'est une motivation supplémentaire, ça t'oblige d'une certaine façon? Ouais, c'est une pression positive dans le sens où j'ouvre beaucoup ma bouche, je peux le dire clairement. Mais en fait, ça me pousse dans le bon sens. Je me dis, je l'ai fait, maintenant, il faut être capable de l'assumer. Je m'étais entraîné en conséquence et je savais ce que j'étais capable de faire. Et, de jouer aux avant-postes en l'occurrence, et le début de course j'ai laissé des mouvements de course un peu se faire, et au final à partir du col de la Seigne et Courmayeur, j'étais vraiment bien pour pouvoir jouer devant. Après la suite s'en est décidé autrement. Toi Claude, c'était finir et prendre du plaisir l'idée? Bon, l'idée c'était avec tout le doute que j'avais autour des petits pépins physiques que j'avais, c'était surtout de pouvoir, si je prends le départ, c'est d'aller au bout, peu importe comment, mais il fallait que j'aille au bout, et au final j'ai pris du plaisir parce que j'ai pu courir un peu sans trop de gêne, et puis voilà, c'est quand même une grosse fête. Enfin, je voyais des personnes dans tous leurs états, enfin tu vois de tout, et quand tu penses après, pareil, voilà, t'as les élites, ils se battent devant, toi tu passes dans des terrains, tu te poses la question, il passe à quelle vitesse là, dans ce passage-là, tu vois? Toi tu passes, t'essayes comme ça, t'essayes un peu, mais eux ils doivent passer à des vitesses hallucinantes. Et en vrai, c'est un mélange de plein de choses, mais même tous les bénévoles sur les ravitaux, enfin il y a beaucoup ça amasse quand même beaucoup de personnes autour de la même passion, et c'est quand même un super événement à vivre, qui était les conditions voilà, ça fait partie. Moi je pars du principe que ce que tu peux pas contrôler, il faut pas le chercher à le maîtriser, et la météo en soi, elle est là pour tout le monde, elle va changer, et c'est à toi de t'adapter. Donc au final, moi voilà, c'était bien aussi, on a eu de la neige, ça change. Magali, t'avais quoi en tête en termes de plan de course? Est-ce que tu avais déjà décidé un peu sur tes allures, de partir fort, plutôt d'observer et de revenir au fil de la course? Je m'étais j'avais passé pas mal de temps à préparer mes timings, et en fait les maths, en préparant mes temps, on m'avait dit que je pensais pouvoir faire 25h, 25h30 par là. Mais entre le dire, les maths te disent ça, et le faire en vrai, quand tu voyais à quoi ça correspondait par rapport au résultat de l'année dernière, c'était un truc assez énorme. Et donc finalement, on n'a pas fait les pyramides calcaires, mais finalement là, ça s'est réalisé, donc je suis super contente. Donc c'était vraiment le temps plutôt que je visais. Parce qu'après, j'avais bien envie de faire top 10 ou même mieux, mais ça dépend tellement des autres. Je préférais me fixer sur cet objectif de temps. Et finalement, en fait, si je faisais cet objectif de temps, après tout serait aligné, le classement filles ou le classement scratch ou tout le reste. Théo, très bizarrement, t'es parti vite au début de la course et t'as été dans le groupe de tête, ce qui est assez rare chez toi. Vite sans lettres, parce qu'en vrai, c'est pas parti si vite. Mais en tout cas, aux avant-postes, t'étais très bien positionné. C'était quoi tes premières sensations? Est-ce que tu t'es dit que ça pouvait être un grand jour? Dès le début, même la semaine précédente, je savais que j'étais en forme et que le pic de forme de l'année avait été plutôt bien géré. Je me suis senti très bien. Et étonnamment, c'est pas parti vite. Vraiment, dans la tête du peloton, personne n'osait passer. Parce que François en impose quand même beaucoup, faut le savoir, il fait 1m92. Personne ne veut passer devant. Et en fait, personne n'osait accélérer. Donc en fait, on se retrouvait à courir à... Tu l'as demandé? J'ai dit, François, est-ce que je peux te dépasser, s'il te plaît? Ouais, j'ai demandé l'autorisation quand même. Oui, il faut que vous voyez. Mais non, on est parti étonnamment doucement sur la première partie jusqu'aux Ouches. Après, dans la bosse, ça a commencé à accélérer un petit peu, ça s'est décanté, mais le but c'était dans tous les cas de jouer sur les avant-postes dès le début. C'était peut-être doucement par rapport à un départ de cross où là tu pars à 22 km/h, mais... Même marathon, c'était pas les mêmes allures. Mais avec l'euphorie, il y avait tellement de monde dans Chamonix jusqu'au bout qu'en fait ça porte tellement, et... Ouais, à 4h30. Toi, tu préfères t'adapter à la course, ou tu préfères la maîtriser? Ça veut dire, là, tu voulais pas prendre le départ et mettre ton train à toi, ou t'as préféré attendre de voir ce que faisaient les autres? Tu te poses pas des fois la question de te dire est-ce que je vais essayer moi de faire mon truc, et s'ils suivent, ils suivent, s'ils suivent pas, ils suivent pas? Ou alors j'attends, je regarde, je m'adapte, je vois si je suis dans leur timing, et je me mettrai une mine au moment où il faudra la mettre. Là, sur un premier UTMB, je me sentais pas de partir tout seul, prendre mon rythme. Ça l'aurait foutu un peu mal quand même. Je pense merde, fais comme tu veux. Non, j'ai été un peu timide, on verra l'année prochaine, mais non, je voulais quand même rester dans le peloton, et parce que c'est tellement long. Aussi, il y a une grosse part d'inconnu que je maîtrisais pas, donc je suis resté sagement avec le groupe. Et qui a mis la première accélération? Dans la bosse, c'est un Chinois, je me rappelle plus son nom, je suis désolé, mais il a commencé à accélérer fort. Ok. Et après, ça a suivi. Comment vous avez vécu tous les trois le passage à Notre-Dame de la Gorge? C'était la furie, ça m'apparaît encore plus fou que l'année dernière, qui était déjà complètement dingue.
Est-ce que c'est déstabilisant? Est-ce que c'est juste galvanisant? Et puis surtout, comment est-ce qu'on gère après le moment où tout s'arrête, là où on éteint l'interrupteur, on est tout seul ils sont dans passés à 7h, t'as vu? Et donc il y avait encore beaucoup de monde, il pleuvait pas. Quand Toi, on est t'as pas passé, eu trop nous, il de choc. pleuvait, il n'y avait plus personne. Non, Moi, je suis passée à mais il vers faisait chaud, 21h, il vraiment pleuvait. passé, hein. Mais moi j'ai été impressionné du monde et de l'intensité que c'est. Ouais. Donc ouais, Notre-Dame, tu parles de Notre-Dame de la Gorge, mais aussi dans Chamonix, dans les rues de Chamonix jusqu'à la sortie Ah oui. du lac des Gaillans, c'était Oui, impressionnant. moi c'est ce qui m'a impressionné. À Le plus impressionnant, c'est Saint-Gervais ça. aussi, Vraiment, c'était Saint-Gervais, incroyable. il y a On était tellement à l'arrêt, de- nous on marchait, on était à l'arrêt jusqu'à la sortie, loin dans les rues, on était à l'arrêt, on marchait tellement c'était dense et qu'il y avait du monde autour. C'était Et ça impressionnant. m'a fait penser un peu j'ai fait l'étape du Tour de France cette année. Et on est passé dans l'école où on est tous serrés, où il y a du monde comme ça vraiment très proche de soi. Bah, Notre-Dame, c'est la même chose version trail. Et je trouve que c'est cool parce que pour vous, ça doit vous mettre un sacré boost quand vous passez. Et donc ça, c'est plutôt sympa. Ah oui, c'est impressionnant. Mais tu vois, moi j'avais déjà fait des fan zones, tu vois, le col de la Forclaz qu'on avait fait avec les genoux dans les gifs. Mais là, en fait, c'est tellement long, t'es de nuit, t'es serré par les gens, il y a tellement de bruit. En fait, tu te dis, combien de temps? T'as l'impression que c'est infini, c'est incroyable. Ça peut être oppressant ou pas quand même? Non, c'est pas cette oppressant foule parce qui qu'on soude devant toi. on le sait à l'avance que ça va être comme ça. Toi, je sais pas Ouais. comment tu l'as vécu, mais. Mais c'est que du positif. Moi, j'ai jamais entendu autant de décibels que dans Notre-Dame de la Gorge et que des gens qui hurlent ton nom, mais à un niveau incroyable. Puis mon cardio, je pense, enfin, j'avais pas le cardio, mais il a dû prendre un. Enfin, j'avais vraiment plus de souffle à la fin et à un moment, je croyais que c'était fini. Du coup, je sors les bâtons parce que je veux. Voilà. Et après, en fait, ça continuait encore pendant longtemps. Donc c'était vraiment magique. Toi, Claude, t'as fait une partie de la course avec Maxime Sorel ou peut-être même toute la course? C'était Ouais, moi l'idée j'ai mon pote Maxime Sorel qui était sur la course. Je l'avais rencontré l'année dernière avant son départ pour le Vendée Globe sur son bateau. Et voilà, je sais que c'est un aventurier, il va me faire plein de défis et tout. Et je lui avais dit cette année, je serai sur le TMB, viens. Il m'a dit ouais, ça peut peut-être se faire. Et donc c'est parti de là-dessus. Et puis quand il m'a rappelé, il me dit bon, j'ai eu mon dossard. Donc je dis on se verra là-bas. Et on s'est retrouvés, on s'est échangé un peu les textos. On dit bon, on a qu'à partir ensemble. Et après, suivant le rythme de chacun, si ça nous convient pas, bah, chacun fera comme il voudra. Et puis si on voit que ça match, on est ensemble. Et puis ça a grave matché. On était quasiment sur le même rythme tout le temps, sur la même chose. Et on n'a jamais un qui a dit à l'autre attends, tu vas trop vite ou tu vas trop lentement. Donc au final, voilà, on a fait nos 38 heures ensemble. 38 heures non-stop. Il paraît que t'étais en pleine forme, que t'as parlé à peu près non-stop aussi pendant les 38 heures, de ce que j'ai compris. Ouais, moi Un en peu de choses vrai, près. j'ai toujours dit si à un moment donné tu me fais de la quoi que ce soit, tu vois que je rigole plus, c'est que là pour le coup ça va pas. Mais sinon ouais, moi je suis plutôt dans la positivité, donc j'aime bien rigoler et en mettre un peu de temps en temps. Théo, la course elle a tourné pour toi au moment du col de la Seigne. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'est arrivé? Ouais, bah en fait, au passage du col de la Seigne, c'est là où il y avait vraiment beaucoup de neige. En haut du col, comme on débutait à descendre, j'ai rangé mes bâtons et je me suis dit que c'était plus judicieux de sortir les bâtons pour pouvoir descendre avec et être sur 4 appuis. Et au moment où j'ai mis mes 2 mains dans le sac pour récupérer les bâtons, j'ai les 2 pieds qui sont partis et j'ai tapé la hanche sur un caillou. Donc ça a été assez... sur l'instant, je l'ai pas trop senti, mais j'ai senti que sur les foulées d'après, ça commence à faire un petit peu mal. Et juste après, sortie du ravito du lac Combal, c'est une piste 4x4 et en fait de chaque côté de la piste il y a des petits murets, ce qui fait qu'en fait comme il pleuvait des cordes, la piste était remplie d'eau et on voyait pas trop où on mettait les pieds. Et j'ai tapé le pied sur un caillou. Du coup, je suis tombé sur le muret et du coup, j'ai tapé la hanche. Même endroit. Dans le même endroit. Du coup, je me suis tapé le coude, j'ai déchiré la veste. Donc, c'était pas un super moment. Je me suis déchiré les gants, les mitaines, des bâtons. J'ai un peu tout cassé. Mais ouais, là, j'ai senti que ça avait vraiment tapé fort. Ça allait encore parce qu'il faisait froid et moi, j'étais chaud. Donc, la douleur est pas venue tout de suite. Et ouais, au bout de quelques kilomètres, ça c'est monté crescendo jusqu'à Trian. Après, la descente sur Trian était insupportable et je me voyais pas continuer plus loin. Magali, est-ce que tu peux nous raconter ta course? J'ai l'impression qu'après Courmayeur, ça a été une phase très positive. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les grands chapitres de ta course? Oui, bah, je dirais le début. Pour moi, j'avais mes timings et je voyais que ça allait très très vite, mais donc j'étais dans mon rythme sans problème. Après, je dirais qu'il y a l'étape de la nuit qui était vraiment compliquée pour tout le monde, où j'avais aucun repère, même ma montre marchait plus, j'avais pas l'heure, où j'arrivais pas, je m'alimentais pas parce qu'il faisait froid, donc j'avais vraiment hâte d'arriver à Courmayeur et aussi que la nuit soit finie. Et après, le lever de soleil à partir d'où? moi, je l'ai eu quelque part entre entre Courmayeur et Arnouva. Ok. Tu l'as eu à partir d'où, toi? Désolé, je t'ai coupé. Le soleil? Ouais. Je l'ai eu le lendemain matin, moi. Je sais pas où j'étais. T'as eu le soleil le lendemain matin? Quand le soleil s'est levé, je l'ai eu. Le lever du soleil, tu l'as eu? Non, j'étais en Italie. Quand il a commencé à faire beau. Ok. Du coup, à partir de Courmayeur, là, je suis un peu repartie à 9 en me changeant. Et là, j'ai fait vraiment une belle section de Courmayeur jusqu'à Arnouva.
où j'ai récupéré le top 10. Et après, voilà, après, jusqu'à Champais, j'ai continué mon bonhomme de chemin. Et c'est vraiment après Champais que là, la course a pris encore un autre tournant. C'était vraiment très intense jusqu'à la fin parce qu'en fait, on était 3-4 filles à se battre vraiment pendant un moment. C'est à la fin de la montée de la Jet. Donc moi, j'étais 9e et j'essayais d'aller récupérer la 8e place. Et là, il y a Maëlle de Ruas, donc qui finit 5e, qui me passe là juste à la fin de la montée. Donc, comme je disais tout à l'heure, je voulais pas me laisser faire, donc j'ai appuyé dans la descente pour la rattraper, mais on a fait la descente vraiment, mais à fond, comme si on faisait l'OCC ou un trail court. Et dans cette descente, on a rattrapé 2 filles de On. Et donc là, d'un coup, on était 4 filles en arrivant à Trian dans un mouchoir de poche. Et voilà, après toute la fin, en fait. Du coup, comme on était motivés, on rattrapait en fait des gens devant et ça a été intense jusqu'au bout, jusqu'à la dernière descente là de la Flégère où j'ai doublé Lucie Bartholomew. Donc voilà, vraiment intense à la fois en termes de compétition et d'ambiance sur tout le parcours, tous les encouragements. Enfin, moi, j'ai jamais vécu ça avant. C'est génial. Ce qui est fou, c'est que vous êtes poussé, en vous faisant la course entre vous, vous êtes poussé dans le classement scratch au final jusqu'à la fin, quoi. Vous deviez faire que remonter des gens, des mecs. Ouais, dans la descente de Trian, on a doublé des gars qui avaient un dossard top élite, inférieur à 60. Ouais. Et nous, on descendait super fort et on les posait dans la descente parce qu'on n'avait pas les mêmes motivations en fait à pousser jusqu'au bout. Claude, t'as eu des moments de grâce, t'as eu des moments difficiles sur la course? Moment de grâce, ouais, en vrai, je me suis surpris parce que Mathieu m'avait donné trois conseils. Mathieu Blanchard, pour ceux qui connaissent pas, mais je pense que vous le connaissez, il m'avait dit on va faire un sondage. Pars doucement, je pense que oui. Pars doucement et tu ramasseras au fur et à mesure. Et donc je l'ai écouté, c'est pour ça que je suis parti dans le club du peloton et j'ai fait remonter tout le long, donc j'étais de mieux en mieux à chaque fois, chaque jour qui se levait, j'étais mieux. J'ai eu un passage un petit peu à vide. Mais c'est revenu, sur un ravito d'après, c'est revenu. Et au final, je me suis senti bien tout le long et ça a bien tenu les quadrilles, donc ça va. Ils sont très dissipés, tes camarades. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils veulent faire Théo, t'as pris la décision d'arrêter à Trian. Est-ce que t'étais complètement apaisé au moment de couper le fil et te dire que ça en était fini ton UTMB? Apaisé oui et non, parce qu'il y a quand même un sentiment d'inachevé. Quand je suis arrivé au ravito de Trian, j'avais vraiment... très très mal et je me suis posé, c'est la première fois que je me suis assis pendant la course au ravito de Trian. Je me suis posé 2 minutes, je me suis dit j'essaie quand même de pousser, mais en fait dès que j'ai commencé à entamer la montée, j'arrivais plus à appuyer sur la jambe et j'ai compris que ça irait pas plus loin. Mais ouais, une fois que j'avais pris la décision, y a eu cette petite amertume. Je l'ai toujours encore à l'actuel, mais ça va passer. Quand t'es un athlète comme ça, que tu te prépares, tu sais que t'es en forme, tu sais que t'es bien, tu sais que tu peux aller chercher un Graal. C'est ta première UTMB. Il est jeune, Théo, en plus. Donc, en vrai, tout était réuni pour faire une belle perf. Mais en soi, moi, tu vois, t'abandonnes jamais si vraiment t'es blessé. Sinon, jamais il serait allé au bout. Même s'il était 10, 15, 20e, même s'il pouvait plus jouer la gagne, il serait quand même allé au bout. Mais là, ça veut dire que c'est qu'à un moment donné, la douleur, elle est trop élevée et ça sert plus à rien. Donc, mais non, je pense que c'est jamais une bonne nouvelle de baisser le rideau quand t'es un compétiteur comme lui. On t'aura encore plus de hargne l'année prochaine quand tu reviendras. En fait, c'est ça. Il faut aller chercher la qualif maintenant. Oui, mais c'était l'occasion pour toi d'explorer aussi au-delà des 10-12 heures, qui est un format que tu connais pas. Donc là, t'as pas pu complètement aller dans cette démarche-là cette fois. Ouais, c'est exactement ça. Le plus long temps de course que j'ai eu, c'était 10h54 aux 90 km du Mont Blanc. Et c'est marrant parce que pendant la course, là, c'était entre Berton et Arnouva. Je regarde ma montre au hasard alors que je l'avais pas regardé de la course. Et je regarde, de temps en temps, mais je l'avais pas regardé depuis hyper longtemps. Je regarde et je vois 10h54, je fais à partir de là c'est l'inconnu total. Ouais, et tu t'es arrivé à arrêter du coup après combien de temps de course? C'est une bonne question, j'ai pas regardé, je crois 17h, quelque chose comme ça. Non, ouais, 16h, 17h. En fait, j'ai commencé à remonter après Trian et je suis redescendu. Magali, tu as fini donc 6e ce premier UTMB. Les émotions que tu as ressenties là en arrivant à Chamonix? C'était absolument génial. Surtout, je suis contente. Je voulais faire dans mes objectifs, je voulais faire un beau finish, une belle descente parce que j'adore les descentes. Et donc là, j'ai bien pu dérouler jusqu'au bout. Donc et puis, je dirais les émotions. Ça se voit sur son visage, elle est heureuse encore. Mais on a presque l'impression que tu peux repartir là. Je vais attendre un peu d'avoir moins mal aux jambes. Non, mais à la fois à l'arrivée, mais même au départ ou dans les différents ravitaillements, c'était vraiment génial.
forcément, j'avais un peu un grand sourire tout le temps. Alors, sauf quand j'étais au fight avec les autres filles, parce que là, il fallait être un peu sérieux. Mais non, ouais, de se dire que la boucle, elle est bouclée autour du Mont Blanc, c'est. Moi, je suis désolée, Théo. Non, mais sois pas désolé. Hein. Je reviendrai. Coming soon, mais oui, tu reviendras fort. Bravo Magali. En passant à la flégère, t'as eu un soulagement de te dire que là, fallait plus faire de boss, enfin plus faire de montée ou quoi? J'avais des copains d'Innovate qui m'encourageaient à la flégère et ils m'ont tellement boosté au bout. C'est vrai qu'il y a du monde là-bas aussi quand même. Mais c'est vrai que moi je préfère les descentes, donc je savais qu'une fois arrivé à la flégère, c'est bon, c'était que du plaisir pour la fin. Donc super. Pour parler du classement féminin, pour l'évoquer, donc Victoire de Rooscroft, une première ici, après avoir gagné l'OCC et la CCC, donc elle a fait le hat-trick, c'est la première femme à réaliser cet exploit. Deuxième place de Camille Brouillat, une très belle surprise, notre première française, et Katharina Hartmut, l'allemande, en troisième, et Maëlle, dont tu as parlé tout à l'heure, qui a terminé cinquième, Maëlle de Roaz. Pour cette arrivée-là, Claude, si on fait le bilan, alors tu as partagé ce moment-là avec Maxime, il y a aussi un de tes enfants qui était là, Marceau, je crois. Vraiment, j'avais déjà fait l'arrivée avec mon fils Andrea, maintenant qui est plus grand. En vrai, s'ils sont avec moi sur la course, c'est bien, comme ça leur donne encore plus ce truc en plus pour se mettre au sport, pour ils prennent l'atmosphère ici qui est chargée de bonnes vibes, et moi c'est toujours un plaisir de les emmener avec moi sur les courses. On t'a vu Andrea sur le mini UTMB, là tu t'as bombardé. Ouais, ça va, c'est bien débrouillé en plus, donc trop bien. Quel apprentissage sur cette première expérience sur un format 100 miles au final? Est-ce que c'est très différent? Est-ce que tu as l'impression que c'est un autre sport presque que ce que tu as pu vivre avant? Mais en plus récemment je m'étais remis à faire un peu de vitesse et je me sentais plus à l'aise sur des formats 40-45 et où je me retrouvais bien là, envoyer un peu plus. Là ça te force vraiment à aller lentement. En vrai c'est un truc totalement différent, je trouve, l'ultra à mon niveau à moi en tout cas. Mais c'est une super aventure, c'est clair, parce que passer 40 heures d'effort, c'est quand même un truc de fou. Si tu m'avais demandé une histoire aujourd'hui, c'est une expérience. Mais non, donc en vrai, je sais pas si j'y reviendrai tout de suite, parce qu'il y a tellement de courses qui me plaisent, mais je la conseille à tous, évidemment. Magali, toi spécifiquement, tu connaissais ce format-là, mais l'UTMB, tu lui as trouvé quoi de particulier? J'ai jamais vécu quelque chose d'aussi intense, donc à la fois en termes de compétition. En fait, dès le début de course, j'étais dans le peloton. J'ai jamais été dans le peloton en ultra. D'habitude, je suis toute seule toute la nuit. Et là, vers le col de la Seigne, j'ai eu une hypo. Je me fais doubler par 4 filles d'un coup. Non, la densité, c'était énorme. Et à la fois en termes d'émotion, d'ambiance, vraiment sur tout le parcours. Donc c'est deux choses que je comprends. Enfin, chaque année, je suis le live de l'UTMB et je ressens beaucoup d'émotions, mais là, le vif de l'intérieur, c'est encore autre chose. Ouais. Théo, pour toi, est-ce que c'est tout de suite l'idée de rebondir, de te caler un objectif rapidement pour pouvoir te projeter sur quelque chose de positif? Est-ce que tu as besoin de prendre une grande respiration, d'analyser, de réfléchir et de te recentrer avant d'imaginer la suite, ou est-ce que tu veux vite caler quelque chose? Là, je vais prendre le temps de récupérer, de digérer, de tirer les enseignements qu'il y a à en tirer, même si je sais globalement pourquoi ça a raté, parce que simplement je suis tombé. T'as pas une hanche en titane, c'est le seul enseignement. Ouais, voilà, c'est ça. Je pourrais me faire mettre une prothèse. Hein. C'est le seul. Je vais y penser pour l'année prochaine. Non, ouais, je vais d'abord prendre le temps de récupérer. J'avais pas prévu d'objectif vraiment important sur la fin de saison. Simplement faire une course UTMB pour aller chercher la qualif pour l'année prochaine. Donc je vais encore réfléchir où est-ce que je vais aller courir, mais en tout cas de gros rebondissements d'objectif principal, non, il n'y en aura pas sur la fin de saison. Magali, toi la suite, c'est pas tout à fait de la course à pied, tu pars au Népal, c'est ça je crois, cet automne? Oui, je vais partir pour faire une aventure, ça s'appelle l'Everest Sky Race. C'est Fleury Roux qui a fait une aventure de 3 mois l'année dernière. Du même principe, c'est donc, par étape, un trail par étape. Pour moi, c'est que 2 semaines, mais ça va être... c'est pas des énormes étapes, mais il faudra voir avec l'altitude parce qu'il y aura plusieurs... 8 passages à plus de 5000, donc voilà, c'est vraiment pour l'aventure, pas pour la course. Et ouais. Ça fait à peine la moitié de la hauteur des plus hauts cols qu'on a passé là aujourd'hui. C'est vrai. Il me semblait déjà super haut. Toi Claude, la suite à tous les niveaux, sportivement, là, pas déjà forcément course à pied, mais... dans 20 jours, il va falloir que je me repose, parce que dans 20 jours j'ai la traversée de Madère avec Iron et Gore-Tex. On emmène 4 personnes, 2 hommes, 2 femmes avec nous, partager la traversée de Madère en 4 étapes, donc c'est 145 km et 10 000 de dénivelé, donc c'est une super île, voilà, et donc il va falloir que je me repose un peu quand même. Ouais, dans 3 semaines, en tout cas j'ai travaillé les quadrilles, donc ça va, je suis un peu content. Tu auras le rebond 3 semaines après, c'est bon. C'est ça, on va voir.
Et après, il y aura d'autres choses en fin d'année. Mais ça, voilà, c'était le plus proche. Donc, c'est celui que je t'ai dit. Et c'est celui qui m'importe le plus maintenant. Merci à tous les trois. Je vais vous libérer. C'est la fin de la première partie de cet épisode. Merci. Bravo à tous. Théo, c'est un très bon premier jalon. On sait que l'avenir t'appartient et on sera toujours là à te soutenir. Bravo aussi, Magali, pour ta consistance. T'as fait une très belle saison. Plein de très beaux résultats et c'en est un de plus à mettre dans ta collection. Claude, fidèle à toi-même. Beaucoup d'humilité, mais tu fais des super résultats, des très belles courses et toujours avec le sourire. Donc, c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Merci, Guillaume. Prenez soin de vous. Merci. Place à la deuxième partie de cet épisode, donc enregistré à la House of Mountains. J'ai à côté de moi Yannick Noël. Salut Yannick. Salut Guillaume, bonjour à tous. Et on ne se quitte plus, Ludovic Pommeret. Salut Ludo. Salut Guillaume. C'est un grand plaisir de vous voir Yannick, on avait échangé au Templier l'année dernière, un très bon souvenir aussi. C'est reparti pour un tour à l'occasion de cette UTMB et de votre débrief. Yannick, t'es arrivé à cette UTMB après avoir fait une très belle saison jusqu'à maintenant. Première place à la VVX, 6e au Marathon du Mont Blanc sur le 90 km. T'as brillé aussi à Loisan Trail Tour. Mais est-ce que t'étais dans les meilleures dispositions possibles à l'approche de cette UTMB ? Ouais, je pense que j'étais reposé, en forme. Enfin, j'avais tout fait. J'avais fait une bonne préparation. J'avais mis entre parenthèses mon travail pendant un mois pour vraiment bien préparer l'UTMB qui était mon objectif numéro 1 et ouais, j'arrivais vraiment dans de bonnes dispositions puis prêt à faire une belle course. Toi, tu avais fait le choix d'une coupure un petit peu plus longue que l'année précédente. Après la Hard Rock, tu avais quoi comme certitude à l'approche de la course sur ton état de forme ? Pratiquement comme à chaque fois, aucune certitude. Non, enfin, si on avait des certitudes en partant, ouais, ça se saurait. Enfin, en tout cas, ça m'est pas trop arrivé. Donc non, pas de certitude. Et puis juste prendre la course comme elle vient. Cet objectif, c'est un petit peu rajouté en cours de route. Donc voilà, c'était pas mon objectif numéro 1, mais c'était le 3 normalement, mais j'ai fait le 2 avant le. Le 2 c'était plutôt la Diag, mais voilà, maintenant chaque course l'une après l'autre et puis on verra ce qui reste. On va se retrouver avec Yannick dans quelques temps. Oui, à la Réunion. Yannick, comment est-ce que tu expliques ta constance? T'as d'un côté très peu d'abandon à ton actif, un seul j'en ai trouvé au Swiss Canyon Trail, mais t'es toujours surtout devant. Qu'est-ce qui peut expliquer cette constance là au plus haut niveau? Tu passes jamais, rarement en tout cas à côté de tes courses? Ouais, je passe rarement à travers mes courses, mais j'arrive à faire beaucoup de courses moyennes, mais j'arrive pas beaucoup à faire de grosses courses devant, enfin sur les très très grosses courses aussi. Je cours souvent à mon niveau, mais j'arrive pas trop à faire des grosses performances quoi. Yannick, t'es déjà venu 2 fois à l'UTMB et puis une fois à la TDS. Qu'est-ce que t'aimes le plus retrouver quand tu viens ici à Chamonix? Est-ce que c'est la première course que tu coches dans ton calendrier de course? Ouais, c'est l'objectif numéro 1. Oui, c'était comme cette saison, c'était l'UTMB. Après, ouais, c'est là où on retrouve le plus gros plateau, l'adversité et il y a beaucoup de monde aussi sur le bord des sentiers. Ça fait plaisir, quoi. Ludo, c'est une course que tu connais très bien ici. Est-ce que tu ressens des choses différentes à chaque fois? Là, je pense notamment à ce petit défilé façon Fashion Week avant le départ, qui était très sympa à vivre. Est-ce que c'est des émotions qui sont différentes à chaque fois? Ah oui, émotions différentes. Voilà, j'ai encore vécu une course différente avec des émotions plus dans la douleur en début de course. Enfin, pas en début de course, mais en milieu de course. Et puis du coup, ouais, l'émotion aussi de refranchir la ligne, du coup, avec ces difficultés faites au long de la course. Yannick, tu avais signé une 10e place l'année dernière ici. Tes objectifs sur cette édition? C'était surtout en termes de chrono, parce que la place, ça dépend des athlètes qui courent. Et je sais que si la start list, ils finissent tous, je finirai pas top 10. Donc c'était plus un chrono, je voulais me rapprocher des 21h. Donc c'est mission à peu près accomplie, quoi. On avait l'objectif commun du coup, et puis voilà, on termine pas loin l'un de l'autre, donc c'est assez cohérent, quoi. Ouais, je voyais souvent Ludo, mais j'ai jamais réussi à le raccrocher, et puis après j'ai jamais revu, quoi. Ouais, non, on a fait quand même, t'as fait devant le col de la Seigne, tu m'as ouvert la route et il a déneigé la route devant moi. Et il m'a ouvert le grand col ferré. C'est sympa, c'est beau, c'est un bel esprit. Est-ce que vous pouvez nous parler du début de course pour chacun là, comment ça s'est passé, les premières sensations? Moi j'ai pas eu de gros, ça s'est bien passé, disons que les conditions climatiques étaient ce qu'elles étaient, avec de la pluie quasiment dès le départ, et puis conditions fraîches, de la neige, du vent, mais bon, tout ce qu'on savait avant le départ, donc voilà, on a pu anticiper un petit peu ça, et moi je me suis habillé très rapidement, je suis parti avec la veste de pluie sur la ligne, et j'ai mis le pantalon à la balme pour l'enlever à Champé, donc pas souffert du froid en tout cas, et voilà, prêt à affronter les conditions, mais c'est vrai que les conditions étaient quand même
même assez dur, notamment sur Grand Col Ferré, Col de la Seigne. Après, Grand Col de la Seigne, pour la condition au sol, était un peu plus délicate, un peu plus glissant. Mais voilà, ça va, ça a pu se gérer quand même. Ça aurait pu être pire, il y a toujours pire. T'as senti les stigmates de ta hard rock ou pas du tout? Non, c'est difficile à dire. J'ai du mal à analyser en fait pourquoi. Enfin, c'est surtout sur descente sur Tri 1. Elle était vraiment, vraiment compliquée, vraiment dans la douleur. Et ça fait longtemps que j'avais pas eu de douleur aussi intense en descente. Je sais pas si après j'ai décablé un petit peu, mais sur Valo, descente sur Valo, ça allait un petit peu mieux. Donc, je sais pas si c'est lié à l'hard rock, si c'est lié, comme tu mentionnais, à cette Fashion Week avant où il y a quand même pas mal de sollicitations. Peut-être aussi l'hydratation, parce qu'au final, on s'hydrate un peu moins, on a moins accès facilement aux flasques parce qu'ils sont sous la veste. Enfin, il y a plein de choses à essayer d'analyser. C'est toujours difficile de savoir ce qui a amené en fait vers cette douleur musculaire, quoi. Comment ça s'est passé pour toi là, le début de course, Yannick? Ben, moi, le début de course, la première question, c'est quand est-ce que je mets la veste de pluie? On est parti, il pleuvait, je me disais, ça va s'arrêter. C'est là où j'ai moins d'expérience que Ludo, en fait. Parce que moi, je me cherchais un petit peu, est-ce que je mets mon t-shirt et je change aux contamines? Est-ce que je mets la veste de pluie? Et en fait, j'étais trempé, j'ai mis la veste. Enfin, c'est le truc, je pense que... C'est un peu tard après. Il est trop tard, ça sert à rien, tu chopes chaud, t'es humide. Donc voilà, ça, là-dessus, c'est les erreurs que j'ai fait, je pense. Mais après, non, la pluie, on savait qu'il allait en avoir. La neige, quand même, je m'y attendais pas du tout. Et après, mettre des gants, franchement, moi, j'y croyais pas trop quand même à des conditions comme ça. Mais après, franchement, quand t'es dans ta course, ça m'a pas dérangé. Et puis, la neige, quand tu descends sur la neige et que tu vois Ludo qui te double en passant tranquille, bon bah voilà, tout va bien quoi. Pas tant tranquille quand même. C'est une vue de l'esprit. Ah, t'avais pas les infos de neige en fait, parce que moi j'avais reçu du frère de Mitch des infos de météo qui a annoncé exactement ce qui s'est produit. Enfin vraiment la neige, Col de la Seigne et puis Grand Col Ferré, voilà, je m'y attendais quoi. Ok, bah moi j'avais pas les infos, mais bon après quand ils nous ont dit là combat le direct, je dis bon c'est pas très grave quoi, enfin c'est dommage mais bon ça va. C'est dommage, moi je t'ai dit, je pense que j'étais contente de pas le faire parce que ça allait être chantier sinon. Je crois. Il m'a dit quand on est arrivé au sommet. Tu peux nous parler de ton plan de course? Ça a été très constant là aussi? On a l'impression que tu as été bien, que tu n'as pas eu de trou d'air? Ouais, bah franchement tout, j'avais fait un plan à 21h07 je crois, et jusque Valorcine, il a été respecté à la minute. Donc c'était vraiment bien. Je craque un petit peu sur la fin. C'est vraiment après le col des montées, la dernière montée, je la trouve pas cool du tout. Donc voilà. Mais non, franchement, j'ai respecté. Je voulais partir un petit peu plus vite que l'année passée, mais non, franchement, c'est respecté. Ludo, il y a eu des moments où tu as pris du plaisir quand même? Ou ça a été beaucoup de souffrance? Un petit peu de plaisir, oui, non, enfin, le début de course, je l'ai assez bien apprécié avec les conditions qu'on avait. Juste un gros doute sur la première descente sur les Ouches, qui est une petite descente, mais voilà, peut-être que je descends trop vite aussi. J'ai eu des petites douleurs aussi déjà au quad qui n'étaient pas très bon signe. Mais non, il y a quand même du plaisir quelque part et surtout quand on a plein de monde en fait sur le bord de la route et plein d'encouragements, c'est quand même des soutiens qui sont dingues et c'est vrai que des fois je remercie pas à chaque fois. Quand on est dans le dur, des fois c'est même pas un regard mais bon, en tout cas j'entends tous les messages et ça fait bien plaisir quoi. Tu t'attendais à une telle ferveur parce qu'on peut dire que c'était au départ à Notre-Dame de la Gorge, à l'arrivée c'était Valorcine, c'était un petit peu annoncé via des genoux dans le gif, mais c'est vrai que c'était énorme, mais il n'y a pas que ça en fait, il y a des endroits aussi des fois impopulables au milieu de la nuit, donc voilà, il n'y a pas que ces gros endroits en fait déjà un petit peu annoncés, et c'est tout au long du parcours au final. Tu nous as gratifié d'une petite séance de pompe à la Fort Class, c'est ça? Petit hommage à Théo qui a fait un début de course. La Théo, qui a pris aussi des risques. Ça s'est pas terminé comme il espérait, mais je pense que pour un premier UTMB, c'était déjà chouette. Donc oui, une petite pompe à la Fort Class et 2 à la Flégère, mais je pouvais pas faire la série de 10. J'aurais pu essayer, mais bon, il y a aussi une course quand même. T'as été pris dans les fumigènes aussi, non, Valorcine? Non, sur Valorcine, je t'ai vu au milieu des. Non, ça va, ça t'a pas perturbé? Ouais, alors c'est vrai que c'est chouette, ça fait des belles images. Je les ai vues après les images. Quand on est dedans, les fumigènes, un peu moins quoi.
Yannick, est-ce que tu peux nous raconter la deuxième partie de ta course? À partir de Courmayeur, déjà il y avait plus la pluie ou beaucoup moins, donc ça fait du bien aussi. La montée vers Berton qui s'est plutôt bien. J'ai monté avec les 2 Espagnols, Pablo Villa, donc c'est bien monté. Et après là-haut, bonne sensation, donc j'ai continué jusqu'à Arnouva, grand col ferré où je voyais Ludo qui était 2 minutes devant moi. J'ai dit peut-être que je vais essayer de l'accrocher un petit peu, faire un petit bout de descente avec lui pour qu'il m'assure, mais jamais réussi à le rattraper. Et puis voilà, deuxième partie, après on est arrivé à Valorcine où je suis passé après Ludo, mais moi je trouvais qu'il y avait déjà beaucoup trop de monde. Et ma copine m'a dit, t'aurais vu, il y a 20 minutes, quand Ludo est passé, c'était un truc de dingue. Donc voilà, non mais franchement, ouais, une ferveur, beaucoup de monde sur les sentiers partout, c'était la folie. Même à la Flégère, il y avait pas mal de monde. Et puis une dernière descente où je savais j'avais un peu d'avance sur le 8e et c'était trop tard pour recoller sur Ludo, donc j'ai géré. J'étais content de ma course quand je suis arrivé à la Flégère et j'ai fini comme ça, quoi. Je sais que vous êtes un peu pris par le temps, messieurs. On a vu beaucoup d'émotions encore, Ludo, à l'arrivée, des belles émotions. Elles sont encore là aussi différentes. Tu m'avais dit que ce serait super d'arriver quand on avait échangé en début de semaine. On peut dire que tu as fait bien mieux que ça encore? Ouais, je suis arrivé quand même. C'était le principal, c'est objectif 1. Un top 10, quand on me l'a annoncé à Arnouva, j'en étais entièrement satisfait aussi. Après, je me suis battu un petit peu en fin de course quand même. Il y avait Yannick qui était pas très loin derrière, donc tu m'as poussé un petit peu sur la fin de course. Alors. Ludo, t'es obligé de revenir parce qu'il y a des positions que t'as pas encore eues là dans le top 6. Il te manque 2 et 3. Donc tu peux revenir pour la première, évidemment, on en rêve. Mais il reste 2 et 3 à venir, donc t'es obligé de compléter la collection. Yannick, le bilan de cette course et de cette 7e place, tu progresses encore? Je suis content dans l'ensemble. Franchement, j'ai pas eu de coup de mou. Le plan nutrition, il a fonctionné. Donc franchement, c'est une belle expérience. J'ai fait une belle course. Donc voilà, maintenant on va se tourner vers la suite et puis on va aller voir Ludo à La Réunion, puis on verra comment ça va se passer. Et une belle réjouissance, on a déjà hâte de vous voir là dans 1 mois et demi. Récupérez bien d'ici là. Yannick, il faut absolument que tu lises À Contretemps, le livre de Ludo. Ne passe pas à côté. Il sort le 11 septembre aux éditions Mons. Merci pour votre temps, messieurs. Je vais vous libérer parce que vous êtes attendus. Ça a été toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Plein de bonnes choses pour la Diag qui vous tend les bras. Et on se dit à très bientôt. Merci. À bientôt. Salut, à bientôt, merci. Yannick sur la Diag. Et Ben Diman qui arrive, qui se joint à nous. Un nouveau chapitre dans cet épisode débrief de l'UTMB ici à la House of Mountain à Chamonix. J'ai le grand plaisir d'avoir Ben Diman à mes côtés. Salut Ben, bienvenue. Salut. On va échanger donc sur cette UTMB que tu as conclu à une très belle 2e place. Tu étais venu ici bien en amont, quelques semaines ici pour t'imprégner. C'était ça l'idée aussi, au-delà de sportivement repérer les lieux, c'était aussi de t'imprégner déjà, de rentrer d'une certaine façon dans ta course? Pour moi, c'est plus important. Je reste très focus sur un objectif. Donc c'est aussi sympa que c'était spécifique sur le sentier de coin. Mais pour moi, le training camp, c'est un moment de déconnecter un peu et de juste focus sur des choses très basiques, des entraînements et la récupération. Tu as connu une saison qu'on peut qualifier d'idéale, ta victoire au Lavaredo, le Ventoux quelques mois plus tôt au mois d'avril. C'était les meilleures dispositions rêvées. Est-ce que tu avais un niveau de confiance qui était optimal? Ouais, écoute, l'objectif de Lavaredo était de faire une bonne course, bien sûr, mais c'était aussi de préparer un peu les jambes pour les montagnes roulantes. Parce que je trouve à Chamonix ici, ouais, les sentiers autour de Chamonix sont techniques, mais il y a pas mal d'endroits où il faut courir. Donc, je pense pour moi, ça correspond bien à une course comme ça, parce que j'aime bien de courir avec une vitesse un peu élevée. Mais en même temps, c'était aussi de préparer un peu les jambes pour ici. Et comme ça, je peux focuser. Le dernier petit truc que je voulais améliorer avant le TMB, c'était de marcher en montagne avec pas mal de force. J'imagine, Ben, que tu connais l'expression française jamais 203. Je crois que vous avez l'équivalent. Oui, mais j'ai pas tout à fait compris comment ça marche, ça, parce que c'est pas magique. Hein.
Tu avais connu donc malheureusement de DNF les années précédentes. Est-ce que c'est des choses auxquelles tu penses? Est-ce que tu es porté par un espèce de goût de revanche ou est-ce que tu es juste des pensées positives de réussir cette course pour ce qu'elle est sans prendre en compte ce que tu as vécu plus tôt? Bah, chaque édition avant, ouais, j'ai pas fait une bonne course. Donc, cette année, l'objectif est de courir intelligemment et de faire voilà, le maximum et de tenter pour le gain. Et en même temps, de rester sur une course qui était où c'est possible de finir, quoi. Ton nom a beaucoup circulé avant la course. Tu te sentais très attendu. Est-ce que ça peut être une forme de pression pour toi? Non, j'aime ça, en fait. C'est cool. Comment tu t'es senti là sur la ligne de départ? Tu étais impatient d'en découdre, peut-être intimidé par l'enjeu? Bah, le fréquence cardiaque était à 80, ça c'est pas mal. J'étais pas trop impressionné par tout ça. Ouais, mais moi je stresse plutôt au début de la semaine, mais les 2 jours avant, normalement, je suis à l'aise. Est-ce que tu peux nous parler du plan de course que tu avais en tête? Est-ce que tu avais défini les grandes lignes? J'imagine que oui. Qu'est-ce que tu imaginais comme course? Ouais, mais j'ai vu à Lavaredo cette année que si je fais mon tempo et si je laisse l'instinct exprimer soi-même, je suis bien. Donc l'idée est de juste rester sur mon rythme. Et si ça c'est dans la tête de la course, ok. Sinon, pas grave, parce que avec l'expérience que j'ai vécue cette année et avant, je pense j'ai le droit de juste dire faire ton tempo, c'est déjà pas mal. On a l'impression que tu as connu une course assez stable, maîtrisée. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu l'as vécu comme ça, toi? Ou est-ce que tu as eu des moments de moins bien, des moments de doute? Ouais, mais sur la distance 100 miles, il faut être pas proche de la limite. Donc si l'objectif est de rester vraiment dans une boule de pas confort, mais surtout pas pressé et très régulier. Comment tu te sentais à Courmayeur là, qui marque un peu la mi-course et qui est un peu le moment aussi où on dit que tout se joue? Est-ce que tu étais dans les meilleures dispositions à ce moment-là? Ouais, Courmayeur, c'est jamais facile d'arriver en bas là et remonte, tu vois. C'est une longue descente et après une montée directe. Et c'est le milieu de la nuit. Donc pour moi, c'est pas possible d'avoir des bonnes sensations là-bas. Mais je me sentis plutôt normal par rapport à les efforts. Tom Evans a ensuite pris les devants en allant vers Grand Col Ferret. Est-ce que tu as senti que tu le reverrais pas ou est-ce que c'est pas le genre de choses qu'on doit se dire à ce moment-là? Oui, mais c'est là où j'ai remarqué que ma puissance en montée a diminué. Et quand moi j'avais un moment faible, je pense Tom il a peut-être il a vu, mais lui aussi il avait des jambes de fou et il a fait le truc, il a bien fait, c'était fini après. Comment tu vis ça justement, une fin de course où il y a peut-être plus de choses à jouer, c'est-à-dire que devant c'est trop loin, tu considères que tu es relativement à l'abri? Est-ce que c'est des moments plaisants ou est-ce que tu finis parce qu'il faut finir le boulot? Non, c'est un peu dur. Je me suis trouvé dans cette circonstance avant aussi, quand le devant est loin et le derrière est loin. Pour moi, ça présente pas mal de doutes dans soi-même. Mais voilà, c'est l'autre. Il faut juste continuer et rester déterminé. Et ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti là en voyant Chamonix et puis l'Arche d'Arrivée se dessiner? Ça faisait donc 3 éditions que tu en rêvais, tu as été porté par les émotions? C'était vraiment chouette. Je me sentis presque français hier. C'était trop bien, le Caïman chaleureux. Tout le monde dit toi que tu es le plus français des trailers américains. C'est gentil. Donc une deuxième place en 19h51. Tu es le 6e américain à être sur le podium de l'UTMB. Je ne sais pas si tu avais cette stat à l'esprit qui vaut ce qu'elle vaut. Qu'est-ce que tu as le sentiment d'avoir bien réussi cette année? C'est cool, ouais. Pour moi, ça marque... c'est important de bien finir la saison avec cet objectif qui était le principal, mais même de montrer, j'avais pas quand les jambes ne sont pas là, j'étais toujours mentalement capable de continuer. Une course maîtrisée.
Ça te donne envie de revenir sur l'UTMB là? Est-ce que cette deuxième place, forcément, elle donne envie d'aller plus loin et elle nourrit cet appétit de première de victoire? Je vais continuer d'écrire cette soir avec l'UTMB, oui. C'était ton objectif de la saison, donc ça risque de devenir pour les prochaines. Ça reste un objectif pour moi, tout à fait. Moi, je pense, c'est pas que je veux, c'est pas la gain surtout. C'est juste que j'ai vu que je suis capable de performer un petit peu mieux. Donc, c'est ça que je vais chercher. Tu as des habitudes à La Réunion qui te réussissent bien puisque tu as 2 3e place à ton actif là-bas. Est-ce que on peut imaginer un jour un enchaînement des 2 courses ou est-ce que ça va plutôt être l'alternance si toutefois tu veux retourner à la Diag? Je pense que c'est mieux pour moi, c'est mieux de pas tenter de faire les 2 comme ça avec cette plan. Mais si, par exemple, ça passe bien ici et tu trouves que la récupération est aussi pas mal, et si tu es très inspiré d'aller là-bas, ok. Mais pour le 100 miles, il faut avoir plein d'énergie vitale, tu vois. Et c'est ça que je trouve difficile. C'est ça que je trouve impressionnant avec Ludo. Il enchaîne tout ça physiquement, mentalement, émotionnellement. C'est impressionnant. De quoi tu as envie là quand tu termines une course aussi majeure? C'est ton objectif de l'année, on l'a dit. Tu as puisé évidemment profond. Les jours d'après, tu veux faire quoi? Tu as besoin de te déconnecter, de passer du temps, te reposer, de lire, ou est-ce que tu as déjà envie quelques jours après d'aller repartir sur les sentiers? Non, moi je pense que c'est important d'absorber tout ça parce que c'est une grande expérience. C'est pas juste une course, c'est une préparation long terme. C'était quelque chose que j'ai construit dans ma tête depuis longtemps. Donc je pense qu'il faut du temps avant de repartir. On parle parfois de l'UTM Blues. Est-ce que tu pourrais être sujet à ça? Est-ce qu'après un objectif, tu peux avoir un petit down mental parce que tu as réalisé ce que tu as fait dans la mesure où ça s'est passé comme tu l'espérais? Est-ce que peut y avoir derrière une petite redescente et la nécessité de se projeter tout de suite sur un autre rendez-vous? Ou est-ce que tu accueilles finalement ce moment où la ferveur redescend et la vie est plus calme finalement? Oui, mais le ups and downs, c'est partie du sport. Il faut rester patient surtout et déterminé. La suite pour toi, Ben, ce qui s'annonce? Ça fait 3 semaines depuis que j'ai vu ma femme et mon fils, donc j'ai hâte de les retrouver aujourd'hui. Merci beaucoup Ben pour ta disponibilité. C'en est fini de cet épisode enregistré aujourd'hui à la House of Mountains. On a terminé également de cette semaine. Merci infiniment à Iron et Fresh Touch pour ces très beaux moments passés ici. On a vécu énormément d'émotions. C'est la fin donc de cette semaine UTMB. J'en parlais à l'instant, il va falloir gérer cette UTM Blues pendant quelques jours. Ça va être dur de se relancer, mais il y a des belles perspectives et il y a encore plein de beaux rendez-vous qui nous attendent sur Course Épique. Donc je compte sur vous. Merci en tout cas pour tous vos retours pendant cette semaine, tous ceux que j'ai pu croiser ici, qui sont venus à ma rencontre. Merci infiniment. Merci au public qui a été présent aujourd'hui aussi. Et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Course Épique. Et on se donne rendez-vous fin août l'année prochaine à l'UTMB. On sera là. Salut à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment. Et si vous voulez vibrer d'ici là avec des aventures hors du commun, courez écouter dès maintenant le podcast Aventure épique, le petit cousin de Course épique.